Et donc, troisième invité, on en avait compté un quatrième qui s'appelle Jean-Pierre Macias, et vous aurez quand même son témoignage parce qu'un film va être passé tout à l'heure. Mais Kim va nous parler de l'expérience en pays catalan, dont vous avez certainement entendu parler dans les médias. Vous allez voir comment c'est organisé, on va pas parler de référendum, mais comment se sont organisées les votations, comment ça a fonctionné, et ce que ça a pu dégager comme perspective, et comment ça a changé la politique, ou en tout cas les rapports entre la Catalogne et Madrid. Bon après-midi, merci pour nous avoir invités pour vous raconter un peu l'histoire, le présent, le débat qu'on a en Catalogne et les jours à venir, ces deux prochaines semaines, les prochains mois, où on a une situation de changement politique assez spectaculaire en Catalogne, un combat à livrer encore pour l'indépendance. D'abord, je voulais vous faire une petite quelques questions avant de commencer. Ouais. Avant de commencer, cette année-ci, moi j'ai parcouru plusieurs pays en Amérique latine, en Europe, même ailleurs. Ils m'ont fait penser à une chose que peut-être c'est bon de commencer avec ces points-là. Dès que je voyageais beaucoup pour raconter ce qui se passe en Catalogne, au gouvernement de l'Amérique latine, au parti, nous on est un parti à gauche, on a raconté au parti à gauche en Europe ce qui se passe, ils comprennent pas, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, mais ils ont toujours une tendance à nous donner leur opinion sur le fait d'être indépendant, si c'est bon pour nous, si c'est mal pour nous, moi je leur dis toujours, l'indépendance c'est un débat à nous, pas aux autres peuples du monde. Hein. C'est un débat qu'on a comme société. On débat, on a des arguments pour le oui, pour le non, comme en Écosse. Et ce que je viens vous raconter à tout le monde qui ne fait pas partie de ce débat qui est à nous, sur l'indépendance ou non, c'est notre droit à débattre et droit à décider sur l'indépendance. Ça, c'est très différent. Nous, on peut se convaincre que l'indépendance nous convient ou pas. Ça, c'est un débat qui nous appartient à nous. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas le droit maintenant ni d'en parler, ni de décider sur cette question. Ça, c'est le problème de la Catalogne maintenant. Je vous pose aussi deux, trois choses de contexte politique de cette histoire de 7 ans. Parce que ça s'est passé dans les derniers 7 ou 8 ans, ces changements politiques dans la société catalane. D'abord, il faut savoir que toutes les régions en Espagne ont une autonomie. Ça veut dire quelques compétences en éducation, en santé, en culture, un budget propre, un parlement propre. Et vous, probablement, vous dites, et pourquoi toutes les régions? Bon, c'était seulement les Catalans, les Basques, les Galiciens, peut-être les Andalous qui les voulaient à la fin de la dictature, qui l'avaient revendiqué, en fait, qui l'avaient gagné pendant la République avant la dictature, qu'on a perdu par le coup d'État de Franco. On l'a récupéré avec la démocratie, mais alors on a donné de l'autonomie pour tout le monde. Et comme ça, on a caché les faits des Catalans, des Basques et des Galiciens en donnant de l'autonomie à Madrid, par exemple, qui a une autonomie comme la nôtre. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'il y a 8 ans, quand le débat commence dans la société catalane, on calcule que les 50% des compétences qu'on devait transférer du pouvoir central à l'autonomie catalane, 35 ans après de la fin de la dictature, n'était pas transféré encore. 35 ans après. Il faut aussi savoir que le débat commence, un des points de débat autour de la continuité de l'autonomie, commence en tant qu'on a des compétences, mais on n'a pas la capacité fiscale de savoir combien d'argent on veut dépenser comme société dans chaque politique. Ça, c'est Madrid qui l'a dit. Alors, on peut choisir la façon comment dépenser, mais pas combien dépenser. Et combien ramasser. Si on n'a pas de capacité sur les impôts, sur les taxes, pour décider combien en politique sociale, combien ici, combien là, on peut décider très peu, seulement la façon dont on dépense. Et alors, on n'a pas de capacité politique d'autogouvernement, seulement de capacité plutôt presque esthétique de savoir comment
comment dépenser l'argent. Et il faut aussi savoir que, évidemment, l'état des autonomies, comme on appelle l'Espagne, maintenant la construction institutionnelle de l'Espagne, c'est une question qui n'a jamais plu à la droite espagnole, la droite héritière de Franco, qui s'est trouvée avec la démocratie et l'état des autonomies comme une lutte qu'ils avaient perdue aux années 80 contre le mouvement anti-Franco. Mais ils se sont réarmés pendant les années 80 et les années 90. Ils ont oublié la dictature, leurs enfants ont pris le pouvoir de la droite espagnole et ils ont reconstruit le nationalisme espagnol conservateur. Et au début des années 2000, ils se sont décidés à récupérer le terrain perdu. Le terrain qu'ils avaient perdu aux années 70-80 avec l'arrivée de la démocratie. Et ça s'est traduit dans un processus d'exacerbation du nationalisme espagnol conservateur et de recentralisation de l'État. Alors, pas plus de concessions au peuple catalan, au peuple basque, au peuple galicien, qui sont les peuples qui posent en question l'État espagnol comme idée d'État-nation unique. Ça, ce sont des trucs, des contextes pour avoir un peu l'idée de comment ça se commence, les débats qui commencent à se passer en l'année 2006. En 2006, on a un débat au Parlement catalan qui répond à un débat sur toutes ces questions. On dit, par la première fois, les gauches, les partis à gauche catalans sont arrivés au pouvoir depuis les années 30. La dernière fois qu'ils avaient été au pouvoir, c'était pendant la Deuxième République, avant d'être écrasés par l'armée fasciste, et après 3 ans de guerre civile, de résistance antifasciste. Ils arrivent au pouvoir, ils disent, écoute, 30 ans après la fin de la dictature et l'arrivée de l'autonomie ne nous sert plus à rien. On n'a pas les instruments nécessaires pour avoir soin de nos chômeurs, de la pauvreté, de la politique sociale, des universités. Le monde est complexe, le monde bouge très vite, et nous, on a besoin de plus d'instruments que les statuts d'autonomie signés dans ces moments-là ne nous donnent pas. On va commencer un débat parlementaire sur un nouveau statut politique, un nouveau statut d'autonomie. C'est parfaitement constitutionnel, parfaitement normal, c'est prévu dans les lois espagnoles. Il commence le débat, il rédige un nouveau statut politique. Nous, comme Gauche indépendantiste, on était contre, parce qu'on voulait l'indépendance, pas un nouveau statut politique, mais nous, on était minoritaire, on est minoritaire. Mais en tout cas, il commence le débat, et à la fin, il passe la loi, la proposition, par le 90% des députés du Parlement catalan votent oui au nouveau statut. Le problème, c'est que l'Espagne, l'État espagnol, les tribunaux constitutionnels, 12 juges décident que ça ne va pas, que la décision du Parlement catalan, 90%, plus passée par référendum, et gagnée dans un référendum pour approuver ce nouveau statut politique, ça va pas. Ça dépasse la capacité qu'on a comme peuple mineur, comme peuple qui n'a pas l'âge de décider, qui est encore sous 18 ans, qu'on ne peut pas avoir décidé ses compétences. Et c'était rien, en fait. Il n'y avait rien de spectaculaire dans le nouveau statut, quelques petites compétences de plus, et c'est tout. Et il décide de couper la plupart de nouvelles compétences et laisser les statuts à son avis. Ils l'ont baissé, je sais pas, à 50% de ce qu'on avait voté dans le Parlement, voté dans un référendum. Alors 12 juges, ça veut dire l'État espagnol décide plus qu'un peuple, décide plus que toute la société, décide plus que le 90% du Parlement. Alors, résultat, pourquoi est-ce qu'on a un Parlement? Si quand il s'agit de décider des trucs importants, il y a 12 juges qui ont plus de capacité que nous tous. Après, je ne sais pas combien de séances de parlement, de débats dans la rue, ils décident à la fin qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas. Comme les parents qui disent tu peux sortir jusqu'à 2 h du matin ou pas, de la nuit ou pas. C'est la même relation. Ça crée du malaise important dans la société, important. Pas indépendantiste, important. Et ça devient la société civile. Dès la société civile, il y a 900 associations culturelles, linguistiques, citoyennes, même pour l'écologie, qui décident de se rassembler et créer la plateforme pour les droits de décider.
Et voilà, il y a un mot qui apparaît, les droits de décider nous qui habitons là, nous qui souffrons l'économie, nous qui va travailler, nous qui bougeons notre société, nous qui a les voisins immigrés qui viennent, nous qui on est immigrés, mais on veut avoir la citoyenneté, nous, les gens qui se trouvent dans la rue, ben nous comme peuple, nous on veut décider notre destin. Ça, les droits de décider, ça a bouleversé le concept historique jusqu'à là de l'indépendantisme, que jusqu'à là avait un appui dans les sondages d'entre 10 et 20% de la population catalane en Catalogne. Et vous savez, les pays catalans, c'est aussi les îles Baléares, les pays valenciens, mais nous, on parle maintenant seulement de la Catalogne, dont la capitale est Barcelone, un appui entre 10 et 20%, et qui faisait référence, cet indépendantisme historique, à l'histoire commune entre les Catalans, à la langue commune, à l'identité, à la culture, au paysage même, mais qui ne s'était pas modernisé sur le point de dire non, mais écoute, n'importe quelle langue tu parles, n'importe d'où est-ce que tu viens, n'importe quelle histoire, c'est un peu important, mais ce n'est pas définitif l'histoire commune. Mais l'important, c'est que, comme peuple, comme société, qui a ses particularités, qui a ses propres problèmes, il y a un État qui dit que nous, on n'est pas capable de choisir nos propres destins, qu'eux, ils sont mieux pour choisir pour nous. Ben, eux, ils sont supérieurs. Eux, je sais pas, Dieu leur a donné du pouvoir magique pour savoir notre destin, le meilleur choix pour notre destin. Et cette conversion, si on fait, ça a à voir avec le nationalisme civique, ou comment il y a plusieurs façons de nommer ça, mais en tout cas, on a changé la façon dont l'indépendantisme avait travaillé jusqu'à là. Et ça, c'est très important. Cette plateforme pour les droits de décider a fait une première mobilisation qui a surpris tout le monde, même les partis politiques, qui n'étaient pas alignés dans cette perspective. Est-ce que les partis politiques ne sont pas utiles? Oui, ils sont des instruments, mais c'est arrivé à un point où un parti politique est fédéraliste, pas trop écologiste, un peu féministe, mais dans la politique sociale n'est pas trop fort. Alors, chaque parti a plusieurs choix dans plusieurs questions. Et les mouvements sociaux, civiques qui s'est créé autour du droit de décider a posé la question du droit de décider, surtout les autres sujets. Donc, on ne va rien foutre si on n'a pas les droits de décider. On peut discuter beaucoup sur l'écologie, mais si les instruments et la décision n'est pas ici, pourquoi on discute entre nous? Ils vont faire la même chose qu'avec le statut. On discute, on est tous d'accord à sauver la montagne là, ou je ne sais pas quoi, ou ce genre politique écologique, mais à la fin, c'est eux qui vont décider. C'est eux qui vont décider qu'il faut chercher, comme ils ont décidé maintenant, du pétrole sur la côte catalane. Et justement, comment est-ce qu'on arrive à contourner des lignes institutionnelles dures comme ça? Comment est-ce que ça commence pour ne pas se prendre le mur à chaque fois? On passe maintenant à l'action, je vais vite, mais en 2006, on fait cette mobilisation, 1 million de personnes sortent dans la rue. 2007, on fait une autre mobilisation par un truc très peu indépendantiste, qu'est-ce que dans la construction du nouveau train d'haute vitesse, qui arrive avec 20 ans en retard à Barcelone, parce que les Espagnols avaient considéré que c'était mieux de connecter Séville avec Madrid 20 ans avant. Mais en tout cas, ils arrivent en retard. Mais les travaux cassent les réseaux entiers des trains de proximité, on dit, le train qui est utilisé chaque jour par 1,5 million de travailleurs. La mobilisation organisée par les plateformes pour les droits de décider, parce que personne n'avait pensé que ça nous intéressait beaucoup mieux les trains de proximité que pas la connexion avec Madrid, non, qui est peu important, mais peu important, moins important. Bon, en tout cas, ça c'est le premier chapitre, la mobilisation. Deuxième chapitre, la mobilisation, parce que ça, rien ne se passe dans les côtés institutionnels et politiques. Mais en 2009, il y a un petit village de 8000 habitants où il y a une plateforme locale pour les droits à l'autodétermination, ça s'appelle comme ça, la plateforme locale, au nord de Barcelone, 40 km au nord de Barcelone, qui décide de demander au maire, à la mairie, d'organiser un référendum sur l'autodétermination dans le village. Non, ils savent que ça c'est interdit en Espagne, ils décident de le faire, ils l'organisent, c'est le début des consultations auto-organisées par les voisins, avec la complicité ou pas
de la mairie, parce qu'il y a des mairies qui n'acceptent pas. Ça a un succès, ça c'est le 13 septembre 2009, ça a un grand succès. La population participe, tous les médias vont là, mais en plus l'État espagnol essaie de l'empêcher. On voit des fascistes en bus, leur donne de la permission pour se manifester pour les centres-villes. Ça veut dire qu'ils envoient 1000 policiers pour protéger les droits des 50 fascistes de Madrid qui viennent se manifester. Ça provoque la réaction, blablabla. Bla, bla, bla. Ce qui fait que beaucoup de villes vont répéter les mois suivants la même expérience. 555 villes, 555 villes et villages vont organiser dans les prochains 2 ans des consultations populaires auto-organisées par la société. Vous avez vu où est-ce qu'on votait? On votait dans la rue, on votait dans la pharmacie, on votait dans tous les endroits où les voisins donnaient la permission pour les utiliser comme bureau de vote. Mais c'était complètement réglé. Ce qui a fait qu'à la fin, en 2011, la dernière ville a été Barcelone à voter. 300 000 personnes ont voté à Barcelone, c'est pas mal. Et ça, à peu près 900 000 personnes sont passées par les différentes vagues de consultations auto-organisées par les citoyens. Ça finit en 2011. 2012 arrive le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est notre journée nationale. En fait, qu'il y a 300 ans que l'Espagne nous a occupés. C'est une façon bizarre de fêter des fêtes, mais ça, c'est très typique au Catalan. On fait une manif et d'une façon surprenante, il y a 1,5 million de personnes dans la rue. Le 11 septembre, il y avait toujours 20 000, 30 000, 40 000 personnes dans la rue. L'indépendantisme historique, nous, la gauche indépendantiste, là, 15 000 personnes. C'était bien, mais c'était chaque fois plus. Mais tout d'un coup, 1,5 million de personnes sortent dans la rue. Et alors, le président de l'autonomie catalane, du gouvernement catalan, arrête le gouvernement et dit il faut faire des élections. Et on fait des élections, et les 2 tiers du Parlement sortant de ces élections sont pour un référendum d'indépendance. Et ça inclut la droite catalane, qui est majoritaire maintenant, plus dans les sondages, mais en ce moment-là, en 2012, est majoritaire, 50 députés. Le centre-gauche, Esquerra Republicana de Catalunya, qui a 21 députés. Les Verts, les éco-socialistes, qui vont avoir 13 députés, et nous qui entrons par la première fois, la gauche indépendantiste, anticapitaliste, avec 3 députés. Nous, ça fait les 2 tiers du Parlement, mais les 2 tiers, ce n'est pas un chiffre magique, hein, parce qu'on a un ami dans tous ces processus qui est indispensable. Il y a un facteur qui nous a aidé beaucoup à faire majoritaire l'indépendantisme en Catalogne. Ça, c'est notre ami, l'État espagnol. L'État espagnol, en étant un mur qui n'écoute, qui ne voit, qui ne sent, et qui s'en moque de nous, et qui nous nie tous les droits, en ce sens-là, ça a aidé beaucoup de gens à réveiller. Écoute, moi je dois habiter dans une société sous un État qui n'est même pas capable de comprendre le bouleversement, le changement politique qu'il y a dans la société et la demande majoritaire. Bon, on décide quand même d'aller à Madrid, ce nouveau Parlement, pour demander la permission de célébrer un référendum. On va à las Cortes, au Congrès espagnol, on fait un débat là, les représentants du Parlement catalan vont là, et la réponse c'est qu'ils se moquent de nous. Ils rigolent, ils disent « t'as pas le pouvoir de faire ça, ça c'est à nous, ça c'est notre constitution, c'est pas la tienne ». Notre constitution dit que non, que tu peux pas, et notre majorité politique dit que non, que tu peux pas, peuple catalan. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Deuxième chose qu'on fait, on commence à rédiger une loi de consultation populaire, qui n'est pas un référendum. Mais ça, on s'en fout. Si on peut voter, on peut démontrer qu'on est en majorité, on s'en fout. Tant pis pour eux, pour l'État espagnol. Mais la loi de consultation populaire, on l'a approuvée il y a 4 semaines, fin septembre, avec 106 députés parmi 135. Ça fait plus de 2 tiers, ça fait 80% du Parlement ont voté à faveur. Et l'État espagnol a fait, en 3 jours, a interdit la loi. Ça, c'est historique. Ça, jamais ils ont allé si vite à faire n'importe quoi. C'est historique. Mais ça, si vous me permettez, à un moment, c'est curieux, les triangles qu'ils ont utilisés. Le gouvernement espagnol demande au Conseil d'État une recommandation de quoi faire en face de cette loi. Ce Conseil d'État est présidé par Romay Beccaria, qui était dans le gouvernement de Franco, dans une position très haute.
hein. C'est un franquiste. Lui, il dit, oh, interdire, c'est original, hein, interdire. Le gouvernement espagnol prend la recommandation de cette institution indépendante, hein, le Conseil d'État franquiste, et dit, interdire, bon choix. Lui passe la porte-parole du gouvernement espagnol et la petite fille d'un des généraux de Franco qui est entré à Barcelone, qui a occupé, qui a tué beaucoup de voisins de Barcelone qui étaient gauchistes. C'est la même famille. Non, la porte-parole s'adresse alors au tribunal constitutionnel qui est présidé, une chose qui est unique en Europe, il est présidé par un militant du Parti populaire encore aujourd'hui. Militant, le tribunal constitutionnel, l'indépendance de la justice et tout ça, et dit, bon, recommandation, je vais l'étudier. Non, je ne vais pas l'étudier, je l'interdis maintenant. Et alors, en 24 heures, ils ont interdit la loi catalane pour la consultation populaire. Ça, c'est la situation où on se trouve maintenant. Mais le gouvernement catalan, quand même, est en train d'organiser la consultation. Et le 9 novembre, on va probablement voter massivement pour le oui, oui. Et pourquoi oui, oui? C'est ça, oui, oui. C'est parce qu'on fait la question dans les 4 partis que je vous ai dit, on s'est mis d'accord de poser dans ces référendums. C'est une question un peu bizarre, mais le fait est que pas tous les partis sont indépendantistes. Nous, on est indépendantistes, la région indépendantiste, il y en a d'autres que oui. Il y a la moitié d'autres partis qui le sont, mais pas tous. On a posé la question, est-ce que vous voulez devenir un État? Et au cas affirmatif, est-ce que vous voulez que cet État soit indépendant? Ça, c'est une question un peu bizarre, mais c'est la question qu'on a accordée, c'est tout. C'est nous qui posons les questions, c'est nous qui décidons, c'est nous qui marchons. C'est notre droit de décider qu'est-ce qu'on pense. Et c'est pour ça que la réponse pour l'indépendance, c'est oui, oui. Il faut répondre 2 fois oui. Et je finis avec 4 conclusions. Tout ça est impulsé et c'est grâce à un mouvement citoyen. Chaque fois que les partis entrent en discussion entre eux, se divisent ou s'arrêtent ou je ne sais pas quoi, il y a le mouvement citoyen qui fait des manifs énormes. Vous savez, en 2013, on a fait une chaîne humaine de 400 km. Dans beaucoup de points, la chaîne humaine, ce n'était pas une chaîne, c'était une démonstration, c'était une manif, c'était toute la rue pleine, ce n'était pas seulement une chaîne. Mais cette année dernière, il y a un mois et demi, dans le 11 septembre dernier, on a fait une V dans les 2 rues principales de Barcelone, qui ensemble font 12 km. On a rempli toute la rue avec les drapeaux catalans, en s'habillant en jaune et en rouge, dépendant des personnes. Le drapeau catalan, on dit à 1 800 000 personnes que c'est la V de victoire, de volonté et de voter. Ça, c'est la signification. Ça, c'est un mouvement citoyen. Les partis, et ce n'est pas contre les partis, mais ils assument que les partis ont d'autres problèmes aussi, ont d'autres intérêts, et ont d'autres questions. Et le mouvement citoyen pousse et pousse et pousse jusqu'à la fin, jusqu'à devenir indépendant. C'est un mouvement qui pose sur la table du débat espagnol la rupture avec le régime de la transition. La transition a été faite sous la pression militaire. Et la démocratie qu'on a en Espagne a beaucoup de problèmes, de trous, comme l'indépendance de la justice, comme beaucoup de choses. Alors c'est un mouvement qui n'est pas seulement pour les Catalans, mais qui pose au débat la structure politique de l'État espagnol issue d'une négociation avec la dictature qui n'est pas très propre. C'est un mouvement qui met aussi sur la table le sujet, le thème le débat de l'Europe des États. L'Europe des États et des marchés, où les États ont l'autorité pour imposer les politiques des marchés, mais les peuples ont très peu de pouvoir dans cette Europe, ont très peu de pouvoir pour décider d'autres destins qui ne soient pas ceux que les marchés et les États imposent. C'est un mouvement citoyen qui a renforcé tous ces débats pendant ces temps. Ça n'a pas cassé la société catalane, ça l'a renforcé beaucoup, pas le côté indépendantiste. On est tout le temps en train de parler de la politique dans la rue pendant ces temps. Dans les bars, partout, il y a des conférences partout de tous les sujets parce que l'indépendance, on ne la veut pas pour la manger après, l'indépendance comme elle-même.
Sinon, pour changer des trucs, de politique et tout ça, alors le débat elle est très vivant, et je finis. Et on a changé définitivement la culture politique de la société catalane qui, dorénavant, va toujours considérer les droits à voter, les droits à décider sur des sujets importants, la chose la plus importante dans une société démocratique. Juste pour en finir, on dit toujours, c'est une phrase qu'on répète beaucoup, on n'a pas besoin ni de pardon, ni de permission pour être un peuple libre. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, j'ai juste une question pour finir. Et je voulais juste savoir combien de votants vous attendiez pour le 9 novembre, histoire d'avoir une idée ici, parce que ça paraît de la science-fiction. Vous attendez combien de votants? Vous espérez combien de personnes? Pour avoir une idée comme ça. Dans la consultation. Ouais. La consultation, celle qu'on avait prévue dans la loi a été interdite. Alors on va voter sans loi ou avec la loi interdite. Ça c'est en fait un mouvement de désobéissance unique en Europe. Et on attend que au moins 2 millions de personnes vont aller voter. C'est le minimum qu'on peut attendre. Mais 2 millions de personnes qui sortent dans la rue en sachant que la votation ne sert à rien. Ne sert à rien. C'est pas, et en plus que l'État espagnol l'a interdit. Mais ça, en fait, ça fait sortir plus de gens dans la rue. Si c'est interdit, ça attire l'attention des gens. Hein. Et en plus, la proportion des votes pour le oui ou pour le non, ça ne va pas compter. On va pouvoir voter, mais ce qui est important maintenant, c'est la participation. Si on dépasse les 2 millions, si on arrive à 2 500 000, ça fait la moitié de la population qui a le droit de vote dans un référendum officiel. Si on mobilise la moitié parce que presque tous, ils vont voter pour le oui. Le non, il va rester chez eux, parce que ça ne change rien. Mais ça sera une grande contestation à l'État et une grande démonstration de pouvoir populaire, en fait. Finalement, ça vous donne du poids en dehors de l'Espagne, surtout aussi. C'est une démonstration qui est plus large que ça, qui vaut pour l'Europe, enfin qui vaut à l'échelle de l'Europe. Ça vous fait de la pub, quoi. Ah, pourquoi? Pour l'impact que ça peut avoir dans les médias, en particulier ici. Et... vous savez, on entrerait dans une autre question. Vous savez que pour devenir indépendant dans un État, un État qui ne te veut pas laisser être indépendant, juste le cas contraire que le Royaume-Uni, ça c'est franchement difficile. Comment on le fait? La seule façon, c'est qu'un jour, on puisse démontrer assez de fois à tout le monde qu'on est majoritaire et qu'il nous empêche de façon antidémocratique, l'État espagnol, il nous empêche de devenir indépendant et qu'on reçoit l'appui de l'opinion publique. C'est la seule façon. C'est pour ça qu'on est très centré en internationaliser la question catalane. On va voyager beaucoup et à faire des démonstrations qui soient pas normales, qui donnent des messages. C'est pour ça qu'on a fait la veille, pour lancer au monde la volonté, voter, victoire, et pour pouvoir montrer qu'on ne s'invente pas les chiffres. Si on remplit 12 km de Barcelone et dans les principales routes qui sont énormes et tout ça, il y a 1 800 000 personnes. On est là. Ça, on l'a fait pour ça. La chaîne humaine, on l'a fait pour ça. On l'a fait pas parce qu'on aime faire des jeux d'enfants, là, on va se prendre, non. Mais parce qu'on est tout seul dans l'État espagnol. On est tout seul. On a l'État contre, on n'est pas tout seul, on a beaucoup d'amis. Mais on a l'État contre nous. Alors il faut le montrer au monde. Et le monde ne va pas venir parler avec nous. On doit lui envoyer des messages. Et les messages, ce sont ça. On démontre aux autres États, aux autres pays, aux autres cultures, aux autres nations. Attendez, on est là, on est majoritaire. On fait ça, on fait pas ça contre personne. On n'a rien contre le reste de l'Espagne. On a presque nous tous, on a de la famille là-bas au reste de l'Espagne. Mais ils ne vont pas nous laisser si vous ne réagissez pas. Si vous ne réagissez pas.